Alors, concernant, tu évoques la possibilité de Mélenchon au second tour de Ouais, 2027 et je pense que tu as raison. Mélenchon, bon, il s'est un peu sabordé avec la question du Hamas où il a un petit peu trop appuyé, je pense, dessus. Aujourd'hui, il est très bas, mais aux européennes, en fait, c'est une constante, chez ouais, Mélenchon de toujours être très bas et aux élections, présidentielles, il arrive toujours plus solide. Mais mine de rien, le phénomène Glucksmann est assez intéressant parce qu'on voit très bien que, il commence à se placer notamment vis-à-vis de l'électorat, centre-gauche, de Macron. Parce que justement, lui, il a envie d'être le faiseur de roi en 2027 en monnayant bien évidemment cet électorat en disant bah, je me rallie à toi. Mais par contre, bah, faut que bon, derrière, tu sais, c'est la cuisine politicienne, il faut qu'il y ait des postes, ce genre de choses derrière. Parce qu'à mon avis, le candidat qui arrivera derrière Macron, il sera obligatoirement centre droit. Alors, tout le monde pensait à Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, justement, il est assez intelligent, il a, il a pas réussi à se créer une mauvaise image comme qu'ont pu se créer d'autres dans le gouvernement, et il garde une bonne cote auprès des Français. Mais par contre, bah, dans quel état il va arriver Le pire problème, c'est que chaque semaine il perd un sourcil. ouais. Non mais c'est vrai, enfin c'est salaud, mais Pour faire quitter la mairie du Havre aussi. oh, voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, mais en plus, ce qui est assez, à mon avis, dangereux chez un personnage comme Félix, c'est que, par exemple, tout le monde a très vite enterré le PS ou le LR. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que ces gens, ils ont véritablement un ancrage territorial. Moi, quand je rentre en Haute-Savoie, vous savez, les LR, c'est tout ce réseau, bah, justement, de petits industriels. C'est les mecs qui sont un peu bah, dans le Lions Club, qui fréquentent un peu la franc-maçonnerie bah, du coin, parce que la franc-maçonnerie, c'est toujours un petit mélange. En fait, c'est des apéros dînatoires, on parle un peu de philosophie, mais on parle surtout pas d'affaires, mais c'est des trucs, mais il n'y a rien de méchant. Mais j'ai envie de dire, c'est les petits réseaux locaux et qui sont, à mon avis, encore assez puissants. Justement, là, on le voit avec le renouveau de Glucksmann. Mais par contre, là où tu as, à mon avis, assez raison, c'est sur la bascule du vote RN. Mais par contre, je pense qu'il y aura aussi un plafond de verre quand même. Parce qu'au-delà, il y a quand même, moi, j'ai conservé des amis qui sont pareil, cadres sup, un peu apolitiques, macronistes, qui vous servent des phrases bateau un peu plan-plan qu'ils ont entendues à quotidien, qu'ils ont lu dans Le Monde la veille. Bon, c'est un peu plan-plan à chaque fois. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont intégré aussi un ethos et un comportement. Et moi, je remarque de plus en plus chez eux un certain racisme social. Je crois qu'il faut dire le mot. Et ils ont vraiment, c'est vraiment les mecs de la périphérie, c'est descendants. Et on sait pertinemment que bah, toute une partie, entre guillemets, des bourgeois de droite n'avaient pas envie de voter le même candidat, donc Marine Le Pen, que leur concierge du coin. Là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des bourgeois patriotes qui sont tout à fait estimables et qui feront partie demain de notre combat et on aura besoin d'eux parce que justement, quand j'évoque le côté protectionniste, c'est parce que moi, je veux qu'il y ait une bourgeoisie nationale, qui ait des intérêts. Et à la fin du 19e siècle, on avait une bourgeoisie nationale qui était entreprenante, qui avait des intérêts nationaux, qui avait des intérêts en France, qui protégeaient, entre guillemets, qui mélangeaient bien les intérêts matériels et les intérêts bah, patriotiques. Mais peut-être que vous vous souvenez, à l'époque, au début des années 2000, il y avait la marque Alcatel. La marque Alcatel, moi, je l'ai connue parce que mon premier portable, c'était un Alcatel. Et ce qu'à l'époque, bon, tu n'as pas dû connaître, Léo, tu es un peu plus jeune que moi. Non, mais à l'époque, le leader de la téléphonie mondiale, il était français. C'était 120 sites partout en Europe, et c'était Serge Sturruc. Ouais. Et vous vous souvenez de l'idéologie de l'époque, parce que moi je suis retourné voir les articles du Monde dans les années 2000, c'était le concept de fabless. Vous saviez, c'était bah, on va conserver la recherche et le développement en Europe, par contre on va délocaliser nos usines en Chine. Les Chinois ont dit très bien. Sauf que le problème, c'est que maintenant, ils ont les instruments de production et ils ont développé leurs propres ingénieurs. Et l'Inde a fait la même chose. Hein. Et nous, comme des cons, parce que là aussi, on peut pointer du doigt les Chinois, mais c'est une trahison des élites françaises. Parce qu'ils ont donné comme ça. Alors ils disaient, ouais, parce que là aussi, il y avait un mépris racial, faut pas se donner la face. Hein. Vous savez, les Shintok, on va leur donner nos usines, parce que bah, nous, ça va nous permettre de délocaliser la pollution, bien évidemment. Nous, on va conserver nos bons ingénieurs. C'est vrai qu'on fait de bons ingénieurs encore en France. Mais par contre, bah, le problème, c'est qu'ils maintenant, ils se font acheter par les États-Unis parce qu'ils leur proposent des ponts d'or. Ils sont payés 4 fois plus cher. Une partie de nos mathématiciens bah, font des études maintenant pour devenir ingénieurs financiers parce que c'est là où ça rapporte. Parce que donc vous voyez, c'est vraiment un mauvais écosystème financier où on a trop appuyé sur la tertiarisation parce qu'on s'est dit bah oui bah l'Europe par contre la France on lui a fait des magnifiques autoroutes hein, bah, évidemment pour qu'on puisse traverser l'Europe oui bah merci en plus elles sont privatisées enfin c'est Vinci maintenant mais et donc après c'était sur le côté des cadres tu me disais je vais revenir pour revenir pour répondre à Léo
Ouais, les cadres vis-à-vis. Bah, Bardella, il est intéressant là-dessus, à mon avis, Ouais. parce qu'il casse un peu cette barrière sociale, comme je te dis, où les gens, bah, vous n'avez pas envie de voter pour Marine parce que c'est la fille de, parce que. Oui, oui. Ah bah c'est marrant que vous me dites ça parce que moi, j'ai souvent les retours des mecs dans l'industrie de défense. Et quand je lui dis les questions de souveraineté, ils sont au clair, hein. Souvent le milieu agricole aussi, pareil, là ils peuvent me mentionner. Là, c'est la première fois que vous me faites ce constat sur le milieu financier et c'est intéressant parce que bah, peut-être que ça serait une bascule aussi parce que comme tu l'as dit, il y a une partie des cadres qui commencent à être déclassés et qui subissent la concurrence, hein. Ouais. Et je crois même que Renault aussi euh, loue ou, de la capacité d'ingénieurs aussi en Inde ou ce genre de choses. Ça commence à se développer et les met en concurrence avec les ingénieurs français directement aussi. Mais par contre, ils fabriquent des bons ingénieurs. Les Indiens, ils les envoient souvent aux États-Unis. Oui, oui, c'est ça. Et moi, quand j'étais à l'école polytechnique de Lausanne, je me souviens, mes camarades, c'était des Iraniens, énormément de Chinois. Et pareil, un ami qui est professeur à HEC m'a dit que ses meilleurs élèves, c'était les Chinois, hein. Là-dessus, c'est vraiment. Et par exemple, je sais qu'il y a une grosse diaspora, notamment marocaine, à l'école polytechnique, qui fabrique aussi des très bons ingénieurs. Bon, ça, après, on a conservé des très bonnes écoles, mais comme vous dites, bah, il y a une fuite des cerveaux comme ça. Et le problème, c'est qu'on fait rentrer les bacs -8. Et... Non, mais c'est marrant parce que bah, le tertiaire, c'est la première fois que j'ai ce retour sur le tertiaire. Donc je me dis, si même le tertiaire fout le camp, il restera pas grand-chose. Si, il restera l'hôtellerie, la restauration, ce qui sont des secteurs fondamentaux, hein, mais on va devenir un musée, quoi. Mais il faut pas se voiler la face. Le côté d'augmentation de la bureaucratisation, c'est aussi pour faire un contrepoids au chômage, hein, parce qu'il faut bien trouver du bois. Oui, là-dessus, il faut pas se voiler la face, hein. Et, 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 et comme je te dis, le but de l'État, même s'il s'endette à fond et qui prend et ponctionne sur les actifs aussi, c'est de rendre solvables les inactifs pour qu'ils consomment. Il y a il y a des secteurs. Le secteur, par exemple, là, c'est les travaux de Jérôme Fourquet sur la mise en place des Leclerc, ce genre de choses. Ils font des bénéfices records, hein. Eux, ils font pas de pertes, hein. Les supermarchés, le monde de la téléphonie, plus il y a de mecs qui ont des forfaits, mieux c'est, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Il y a des secteurs qui s'en sortent bien. Malheureusement, c'est des secteurs qui sont importants, mais qui sont pas des secteurs qui ont le poids stratégique que peuvent avoir une industrie sur notre sol ou ce genre de choses. C'est tout bête, mais par exemple, on le voit au moment de la guerre en Ukraine. On n'a plus les capacités de se remettre dans une disposition d'industrie de guerre, qu'on soit pour ou contre la guerre en Ukraine, pour ou contre le soutien. C'est quand même un signe qui nous renvoyait. Moi, je suis plutôt critique sur cette position. Bah, quand même, ça nous a au moins mis un signal d'alerte en disant, bah, là, on est quand même à la ramasse. Et en plus, je sais pas si tu te souviens, mais au début du conflit, c'était l'année dernière, non, c'était même en 2022, il me semble, ils se foutaient un peu de la gueule de la Russie en disant, oh, c'est le PIB de l'Espagne, ridicule. Sauf qu'ils avaient conservé des industries, ils avaient conservé de la capacité à mettre tout ça en branle. Bon, mine de rien, on s'est rendu compte que le PIB, bah, c'est un beau chiffre. C'est bien s'il est super, enfin, si demain la France a le PIB enfin, suisse ou luxembourgeois, je suis le plus heureux du monde. Mais on se rend bien compte que bah, derrière, on ne peut pas se focaliser que là-dessus. Il y a aussi tout l'arrière. Ouais. Et comme quoi aussi, la dimension parfois purement économique, notamment sur ces sujets, bah, elle peut aussi nous enfermer et nous faire voir bah, enfin, ne pas nous faire voir tout la côté que tu mentionnes. Mais ça a aussi été le détonateur de l'émancipation des femmes, hein. Elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient faire tourner la baraque sans les mecs, hein. Non mais c'est vrai en plus. Moi je connais une fille qui a fait une thèse là-dessus et une prémonition, en tout cas, ça a créé une petite base où on s'est rendu compte que les femmes, bah, mais disons que par exemple, quand je mentionnais les généraux de l'armée, ce n'est pas demain en mettant le service militaire qu'on réglera les problèmes d'intégration. Ça fera partie, si vous voulez, d'un processus d'accompagnement, mais aujourd'hui, les flots et les flux sont tellement importants, je pense, qu'il faudra mettre en place des politiques, à mon avis, comme par exemple la remigration, ce genre de choses, à mon avis. Ah oui, il faut pas. Non, mais pas par millions, si vous voulez. Mais en tout cas, non, mais déjà. Non, mais en plus, moi, non, mais je suis pas identitaire. En plus. Non, mais par exemple, d'un point de vue, tu vois, d'ingérence au niveau des diasporas, c'est des questions qui se posent, mine de rien. Euh, Par exemple, les OQTF. À chaque fois, on se rend compte bah, qu'elles sont pas appliquées, qu'il y a toujours du droit européen qui vient derrière. Des fois, c'est même le juge national hein, qui les empêche, hein. C'est même pas des fois déjà le droit européen nous empêche, à mon avis, de faire pas mal de choses d'un point de vue d'immigration. Et des fois, on se rend compte que même le droit, enfin en tout cas les juges, plutôt les juges rouges, nous empêchent aussi de mettre ça en place. Donc voilà, c'est ça exactement. Et après, bah, ce qui est marrant, c'est qu'au 19e siècle,
as déjà, comme je l'ai évoqué avec l'Italie, tu as déjà cette opposition où tu as tous les, heu, les producteurs de vin du Bordelais qui, eux, sont pour les libre-échangistes, qui payent à l'époque déjà des lobbyistes anglais, justement, pour qu'ils aillent enfin, voir les députés, leur parler déjà comme on a à Bruxelles. Hein. À Bruxelles, on a un quartier entier de lobbyistes et en fait, bah, si vous voulez, bon, vous avez beau voter comme vous voulez, les députés et les parlementaires sont accablés comme ça et en tout cas sont en lien tous les jours avec les lobbyistes. Alors des fois, c'est dans le bon sens. Voilà, mais des fois aussi c'est dans le bon sens parce que je sais que par exemple il y a des producteurs régionaux par exemple, bah, des fois aussi qui vont faire des dégustations directement aux parlementaires. Enfin il y a aussi ce genre de choses. Des fois ça va dans l'autre sens. Alors oui c'est comme je t'ai dit au 19e siècle souvent bah, les industries pour se protéger justement par exemple de l'Angleterre qui avait vraiment une avance, bah, demandaient des protections douanières. Mais par exemple bah, déjà à l'époque, bah, là aussi ce qui est intéressant c'est que le patriotisme est toujours à géométrie variable selon ses intérêts matériels du moment. C'est aussi simple que ça. Comme tu le dis, l'industrie du cognac, elle est exportatrice à X, enfin peut-être à 90%, c'est complètement hallucinant. Mais par contre aussi là, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une déperdition culturelle où c'est vrai que moi par exemple dans ma génération, j'ai vu absolument personne de ma génération par exemple prendre un cognac dans une soirée. Nous on a été alors après j'ai mon milieu social, moi je suis classe moyenne donc nous tu sais c'était c'est pas ouais, non, mais nous, en fait, on buvait quoi? On buvait de la vodka, du whisky. Tu sais, il y a eu la mode du Jägermeister aussi à un moment, pareil. Mais c'est vrai que le cognac, en fait, ça, moi, par exemple, en Haute-Savoie, nous, on n'en avait jamais entendu. Par contre, je trouve que ça revient, bizarrement. Bah, je connais un petit peu ta marque, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que là-dessus, bah, justement, avec le développement non, mais c'est tout bête. Non, mais avec le développement du patriotisme économique, c'est des choses auxquelles on fait de plus en plus attention. Et moi, le premier, par exemple. Sur la consommation de viande, on essaie toujours de consommer de plus en plus français. Par contre, bah là, c'est comme tu l'as dit, souvent c'est plus cher. Donc là aussi, il faut le mettre en adéquation avec son milieu social, avec ses capacités financières. Et c'est toujours compliqué d'aller dire à une bonne femme qui a 4 enfants d'acheter de la volaille ukrainienne ou polonaise et d'acheter de la volaille française. Bah elle a besoin de nourrir 4 bouches. Alors alors peut-être après, on a eu des mauvaises habitudes, notamment sur la surconsommation, ce genre de choses. Mais tu vois, en plus, par exemple, c'est quelque chose que souvent les écolos, c'est un peu leur angle mort, c'est que le consommer local, évidemment qu'on doit tous y passer, il faut le promouvoir, mais tu vois, par exemple, sur les spiritueux, c'est quelque chose qu'on devrait développer. Et je comprends même pas, par exemple, qu'il n'y ait pas des mises en place de politiques, ben justement, de mise en avant de ces produits, alors ça se fait au salon d'agriculture, ce genre de choses, mais par exemple, ouais, bah là, c'est encore un événement typiquement français. Mais la consommation, par exemple, ouais, 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 mais non, mais c'est énorme, mais c'est vraiment pareil, c'est absolument. Mais par contre, tu vois, la consommation de cognac, j'aimerais bien voir la disparité qu'on a même au sein du territoire français. Je pense que passer le sud-ouest, en fait, ça doit vraiment. Non, mais malheureusement, et peut-être là-dessus que bah il y a avec un gouvernement en tout cas qui aurait conscience de ces problématiques, peut-être qu'il pourrait. Bon, après, faire la promotion de la consommation d'alcool, ça leur serait sûrement réprouvé, bien évidemment, bien évidemment. Mais par contre, bah, faut évidemment qu'il faudrait mettre en place. Et après, tu as tout à fait raison. Euh, Moi, j'aime bien sortir des dichotomies. Tu vois, c'est comme la dichotomie identité-souveraineté, protectionniste, libre-échangiste. Tu as très bien compris qu'on peut évidemment pas faire un seppuku, il me semble que ça s'appelait comme ça, le Japon, quand il s'était fermé totalement. Et évidemment qu'aujourd'hui, bah, on doit faire des échanges avec nos partenaires européens, avec les partenaires mondiaux, ce genre de choses. Mais disons que, bah, évidemment que ce sera pas indolore et que parfois, bah, on sera peut-être obligé de sacrifier certains secteurs bah, pour essayer bah, de remonter d'autres, en tout cas. Mais là, c'est un choix de modèle. Et justement, au 19e siècle, le modèle qui est choisi face au modèle libre-échangiste qui est centré sur le consommateur, en France, il se concentre sur le petit producteur. C'est le petit producteur agricole, c'est le petit producteur industriel. Alors, comme tu dis, ça nous pose des problèmes bah, à grande échelle quand tu as des grandes industries, notamment des points de vue de compétitivité. Mais est-ce qu'on est au nom des idéaux de compétitivité qu'il faut prendre en compte, on ne peut pas vivre dans le monde des bisounours, bien évidemment, ça c'est semblable. Mais par exemple, est-ce qu'on accepte demain qu'un agneau vienne de Nouvelle-Zélande à un prix sacrifié et qu'au final, au moment de l'agneau pascal, une table sur deux se retrouve avec un agneau néo-zélandais qui sera moins cher. Alors là, il y a le côté concurrence, mais par contre, qu'on fasse pas du protectionnisme pour entre guillemets aider nos producteurs là-dessus.